partageant avec vous un certain nombre de réflexions en précisant dès le départ que je ne suis absolument pas un spécialiste des questions de métabolisme et je vais ensuite expliquer pourquoi et que ce qui m'intéresse dans l'organisation de ce studio, c'est moins d'arriver à une définition canonique du métabolisme qui pourrait s'imposer à tout le monde parce que je ne pense pas vraiment qu'on puisse y parvenir. Je ne suis même pas certain que ça soit d'ailleurs utile, nécessaire et intéressant d'aborder les choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de travailler la réflexion avec le métabolisme, hein, c'est-à-dire de mettre nos recherches au travail avec le métabolisme en assumant ce que ce travail comporte de déroutant, de dérangeant, de problématique, d'inquiétant, de désagréable, euh, et comporte aussi d'incompréhension, à la fois pour chacun et dans les discussions qu'on peut en avoir, et en admettant aussi qu'il y a une hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'il existe une probabilité non nulle pour que, en tout cas pour certains nombre d'entre nous, l'approche par le métabolisme ne nous mène nulle part, hein. Donc, c'est le délice de l'activité de recherche, c'est d'assumer qu'on puisse éventuellement aller nulle part, mais au moins en, en sachant pourquoi. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés certains qu'il fallait organiser ce studio de recherche sur le métabolisme afin justement de partager ces perplexités. Donc je vais cet après-midi partager des perplexités. Romain Garcier a précisé les choses de manière tout à fait virtuose tout à l'heure. Il en sait beaucoup plus que moi sur la question du métabolisme. Et comme il a dit qu'il en savait lui-même moins qu'un certain nombre de personnes présentes cet après-midi, c'est dire si j'en sais infiniment moins que la plupart des personnes présentes cet après-midi. Voilà, donc ça donne une vraie limite aux propos que je vais vous tenir, qui consiste à essayer de comprendre comment éventuellement le métabolisme, sans rentrer dans sa définition, hein, justement, en laissant flottante cette définition, en laissant ouverte pour l'instant l'ordre des possibles en matière d'appréhension du métabolisme, eh bien comment le métabolisme peut être un opérateur pertinent pour parvenir éventuellement à une meilleure intelligibilité de phénomènes complexes qui sont évidemment pour moi des phénomènes qui renvoient à ma volonté de comprendre l'état du système monde, hein, c'est-à-dire l'état de l'organisation de la vie des êtres humains en société à l'intérieur de ce système spatial que j'appelle le système monde, c'est-à-dire un espace social et politique d'échelle supraplanétaire, puisque pour moi le système monde est plus grand que la planète, et donc mon travail consiste à essayer de comprendre cette dynamique du système monde. Et la question que je me suis posée depuis quelque temps et qui m'a fait discuter avec des spécialistes comme Laurence Rocher, Romain Garcier, lire évidemment des travaux que je connaissais par ailleurs, notamment ceux de Sabine Barle et d'André Guillerme aussi d'ailleurs, qui sont des travaux très importants sur la généalogie même de certains types d'approches qui sont tout à fait décisifs, les travaux de Simondon dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure à Romain, eh bien essayer de me rapprocher aussi de jeunes chercheurs pour voir si cette question métabolique pouvait euh, euh, permettre de mieux saisir un certain nombre de réalités qu'aujourd'hui je ne parviens pas à saisir correctement. En d'autres termes, je dirais que le métabolisme, c'est pour moi une tentative pour réagir contre ce que j'appellerais deux aveuglements ou deux obscurcissements. Euh, Dans un de ses séminaires, Lacan dit que lorsque on place des choses en pleine lumière, on en obscurcit, on en aveugle nécessairement d'autres. Et moi, j'ai toujours été attentive dans mon travail depuis maintenant presque 40 ans pour comprendre ce que mes focalisations aveuglaient.
c'est-à-dire pour comprendre évidemment ce que mes focalisations permettaient de mieux appréhender, mais aussi ce qu'elles aveuglaient. Et je suis parti, je vais partager ça avec vous, parce que évidemment c'est sans doute spécifique et vous pourriez ne pas du tout ressentir la même chose. Je suis parti en fait de deux obscurcissements, ou deux obscurités, ou deux aveuglements, d'ordre très différents et qui me viennent évidemment de mon travail récent, enfin d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, autour de la question de l'urbanisation anthropocène et de l'urbanisation planétaire anthropocène. Premier aveuglement, l'aveuglement en fait de quelque chose que j'ai redécouvert récemment, un peu stupéfait d'ailleurs de l'avoir oublié pendant si longtemps, c'est l'aveuglement de ce que j'appellerais l'hypermatérialité du système monde contemporain. C'est-à-dire, en gros, nous avons été beaucoup de chercheurs depuis une vingtaine d'années, très loin dans la volonté de comprendre l'urbanisation planétaire et ses principes, de comprendre la façon dont s'organisait le système monde urbanisé. Nous avons insisté notamment sur la façon dont des global cities ou des world cities flottant un peu en l'air de leur hinterland, presque déterritorialisées, étaient en relation les unes aux autres par l'intermédiaire de flux sur lesquels nous avons énormément insisté, des flux que nous avons d'ailleurs pensé moins souvent comme des flux de matière que comme des flux d'informations, que comme des flux de données, de data, comme des flux de bits numériques. Nous avons aussi beaucoup insisté sur les modèles abstraits, sur les imaginations et les imaginaires de la métropole, les imaginaires de la métropolisation, les imaginaires de la world city, les imaginaires des creative cities, les imaginaires des creative classes, donc tous les imaginaires qui sont évidemment tout à fait importants. En disant cela, je ne regrette rien de ce que nous avons abordé, de ce que nous devons continuer d'aborder, mais de fil en aiguille, je me demande si ça ne nous a pas poussé, alors le nous est équivoque, vous n'êtes pas obligé de vous sentir intégré dans ce nous, si ça ne nous a pas poussé, en quelque sorte, à délaisser la question de la matière et de la matérialité. Finalement, ce qui est un comble pour un géographe, la géographie ayant été assez souvent suspecte d'être une science très matérialiste, mais finalement d'avoir manqué un peu une partie de la réflexion contemporaine, alors pas tout le monde, sur la question de l'hypermatérialité du système monde urbanisé anthropocène. Et pour reprendre une petite ironie de Pierre Desvaux tout à l'heure, finalement, l'incident de ces derniers jours, l'anicroche du canal de Suez, c'est une anicroche matérialiste et métabolique, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui nous pousse à revenir, peut-être, j'y reviendrai, sur cette question de la matérialité en tant qu'elle est un composant plus important que jamais du système monde contemporain, ce que j'appelle donc moi l'hypermatérialité. Vous savez, reprenant l'intuition de Pierre Weltz dans son livre qui est passé un peu inaperçu à tort sur la société hyper-industrielle, dans lequel il montre comment en réalité, alors que tout nous dit le contraire dans les discours les plus courants sur le fait que le monde devient de plus en plus immatériel, de plus en plus un monde de flux de données, etc. Il n'y a jamais eu autant de production d'objets, il n'y a jamais eu autant d'extraction de matière, il n'y a jamais eu autant d'utilisation de matières et de matériaux, il n'y a jamais eu autant d'artefacts non seulement en circulation, mais qui fondent, qui appuient les vies humaines au quotidien. Donc, euh, euh, en quelque sorte, le métabolisme serait déjà une manière, je vais y revenir tout à l'heure, de revenir aux matières. C'est-à-dire, mais évidemment d'y revenir d'une autre façon que certains paradigmes préexistants, parce que c'est là où on peut se démarquer d'un certain nombre de travaux historiques. J'ai parlé d'André Guilherme tout à l'heure, mais on pourrait aussi se démarquer de travaux qui ne sont pas à proprement parler métaboliques, mais qui ont appréhendé la problématique de la matérialité, notamment tous les travaux issus de ceux qui sont peu ou prou dans un paradigme productiviste, qu'il soit marxiste ou qu'il soit d'inspiration marxiste. Lefebvre lui-même, dans la production de l'espace, a parfois des passages qui sont très proches en fait de ce que les marxistes classiques ont l'habitude de dire des systèmes de production matérielle et du rôle de la production de matière dans l'organisation des sociétés. Et Romain y a fait allusion. Donc ça, c'est le premier aveuglement.
Le deuxième aveuglement, il est de nature complètement différente, mais vous allez voir comment les deux vont se croiser. J'en ai déjà discuté ça et là avec certains d'entre vous, notamment avec Romain, avec lequel on a déjà échangé sur ce point. Comme beaucoup d'entre vous sans doute, je suis un gros lecteur et un admirateur de toute une série de travaux en philosophie de l'environnement, en anthropologie de l'environnement, en sciences sociales de l'environnement, qui insistent de plus en plus aujourd'hui sur la nécessité de prendre en compte systématiquement les relations entre humains et non humains. De changer en quelque sorte là notre paradigme d'appréhension du rapport de l'être humain à ce qui n'est pas lui, et de sortir d'un paradigme en quelque sorte de la rupture, de l'écart radical de l'être humain à ce qui n'est pas lui, qui en quelque sorte a un paradigme moderne, comme dirait Latour, qui fonde une prétention à ce que l'être humain soit comme possesseur, maître et possesseur de la nature ou des choses qui ne sont pas lui. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Mais je suis frappé de voir comment ces travaux, et de plus en plus depuis 10 ans, on pourrait le regarder à partir des travaux de Latour, de Tsing, de Haraway, d'un certain nombre de philosophes de l'environnement très, très en vue aujourd'hui, comme Baptiste Morisot, par exemple, mais aussi Vinciane Després, etc., sont des travaux qui se focalisent de plus en plus sur la relation humain-non humain vivant, la relation entre vivants, avec d'ailleurs toute une série de paradigmes biologiques qui sont plus ou moins utilisés de façon métaphorique, avec en particulier toutes ces problématiques très importantes dans les sciences de la vie aujourd'hui, sur les problématiques de l'entrelacement, des relations permanentes, des relations presque de symbiose, mais aussi d'ailleurs toute une partie de la biologie de l'épigénétique qui va dans ce sens de la réflexion sur les interactions fines entre les vivants. Et il y a aujourd'hui une véritable emphase tout à fait spectaculaire et tout à fait passionnante sur les relations entre les humains et les non-humains vivants. Non-humains animaux, non-humains végétaux, mais aussi les micro-organismes, les champignons. L'archétype, c'est le livre de Anna Tsing, les champignons de la fin du monde, avec une insistance sur la façon dont on peut réfléchir à la vie des humains avec le vivant. Moi-même, j'ai commis récemment un livre qui s'appelle Chronique de géovirale sur la pandémie et sur nos relations avec le virus, donc je suis peu suspect d'être bégueule par rapport à cette question-là. Mais, qu'est-ce qu'obscurcit ce que nous mettons en lumière? Eh bien, je trouve que ça obscurcit aussi beaucoup, ça met beaucoup à distance le fait que dans les relations entre les humains et les non-humains, eh bien, il y a énormément de ces non-humains qui sont des non-humains non vivants. Et je vous avouerai que là aussi, je me suis dit, bah oui, mais comment se fait-il que l'on soit à ce point finalement centré sur le vivant, et n'y a-t-il pas un risque que nous nous déchargions en quelque sorte d'un poids qui est celui de la nécessaire prise en compte de nos relations avec des entités non humaines, non vivantes? Or, si l'on fait une observation empirique des modes de vie des individus au quotidien dans le monde urbanisé contemporain, on s'aperçoit que notre commerce avec le non-humain non-vivant est largement aussi important, voire plus, que notre commerce avec le non-humain vivant. Donc il y a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est d'ailleurs pour ça que dans un livre publié par un designer de Genève qui s'appelle Nicolas Nova. Ce livre s'appelle Bestiary of Anthropocene, un bestiaire anthropocène. J'ai fait un texte sur nos vies avec les non-vivants pour rappeler justement à quel point notre vie au quotidien est tramée par nos relations avec les non-vivants. Donc, vous voyez, oubli de l'hypermatérialité d'un côté, aveuglement, enfin oubli, euphémisation, et euphémisation des non-humains non-vivants de l'autre. Et je me suis à un moment dit, mais tiens, finalement, est-ce que l'hypothèse métabolique, est-ce que le paradigme métabolique ne serait pas une manière de nous mettre au travail pour essayer de réinscrire dans nos réflexions la question de la dimension matérielle et la dimension du non-vivant matériel dans tous ses états, dans toutes ses formes, dans toutes ses tailles, dans toute sa granularité
granulométrie dans toute sa qualité, hein, ça va du sable au smartphone, évidemment, hein, de la nanomolécule inerte aux gros objets comme les porte-conteneurs. Hein, c'est vraiment une volonté d'embrasser large, alors qui trop embrasse mal étreint, je le sais bien, mais néanmoins, il faut à un moment ou à un autre embrasser large. Et j'en suis venu à faire cette proposition-là, alors qui est évidemment complètement idiosyncrasique, qui est complètement liée à mon travail. Finalement, le métabolisme, n'est-ce pas une bonne manière de tenter de me ressaisir de ce que j'appellerais la dimension matérielle de l'habité, hein, la dimension matérielle de l'habité humain, parce que certains d'entre vous le savent peut-être, je pense que la géographie, c'est la science de l'habité, hein, donc l'habité humain. Donc la dimension matérielle de l'habité humain, en contexte, alors attention, là ça commence, hein, je vais enquiller le jargon, hein, pardon d'avance, hein, en contexte de système monde urbanisé, urbanisant, hein, c'est-à-dire je pense que la mondialisation, c'est en fait le processus d'urbanisation du monde, c'est-à-dire que le monde, il est à la fois urbanisé et urbanisant, hein, parce que c'est quelque chose qui est finalement un bouclage permanent. Et en contexte de système monde urbanisé et urbanisant, anthropocène, Clément l'a évoqué tout à l'heure par rapport à la juste référence qui avait été faite au groupe porté par un LABEX à Paris-Est, la Burba, autour des questions de métabolisme. Mais la spécificité du studio métabolisme de l'école urbaine de Lyon, c'est que nous partons de la volonté de comprendre le monde anthropocène. Et le monde urbain anthropocène, c'est pas le monde d'avant, parce que c'est le monde au sein duquel on se pose la question majeure de l'habitabilité du système Terre. Hein, c'est-à-dire où on se dit, mais finalement, ne sommes-nous pas devant une crise de l'habitabilité, hein, et c'est cette problématique de la réflexion sur l'habitabilité de la Terre qui est au cœur de l'Anthropocène, en tout cas qui est le cœur du projet de l'école urbaine de Lyon, qui est de comprendre comment l'urbanisation précipite cette crise de l'habitabilité. Voilà, c'est notre hypothèse fondatrice, hein, le changement global, l'entrée dans l'Anthropocène est vectorisée par l'urbanisation. Voilà, c'est notre hypothèse, alors on peut la débattre, hein, on peut ne pas être d'accord, mais nous on essaye de la documenter. Et évidemment, comment cette crise de l'habitabilité doit provoquer à la fois des recherches qui permettent de la cerner, mais aussi provoquer des recherches qui permettent évidemment de l'affronter. Hein, c'est-à-dire de trouver des voies de remédiation possibles pour une crise de l'habitabilité qui n'est pas le plus petit problème que nous ayons, nous, êtres humains en société, à affronter, puisque je crois même qu'il n'y en a pas d'autres plus importants que celui-ci. Donc, si l'on accepte cela, ça veut dire que le métabolisme pourrait être, je ne sais pas, hein, un opérateur pertinent pour ressaisir cette dimension matérielle de l'habité humain en contexte de système monde urbanisé, urbanisant anthropocène. L'urbanisation étant considérée comme un bouleversement des formes de vie. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas forcément le travail que nous menons, que je mène, que pour moi, l'urbanisation n'est jamais pensable en termes partitionnels, c'est-à-dire urbain versus rural. Hein, je ne réfléchis plus jamais. Pour moi, l'urbanisation, c'est un bouleversement des formes de vie, hein, des modes d'habiter en société. Donc, on peut être tout à fait urbanisé dans un espace rural. Voilà, c'est même d'ailleurs un cas très courant. Hein. Donc, je ne prends jamais les approches partitionnelles parce que je trouve qu'elles nous arrêtent immédiatement là où il faut au contraire continuer. Et donc, si l'on prend au sérieux cette proposition, ça veut dire que nous devrions être capables de comprendre les deux faces de l'habité, hein, c'est-à-dire la compréhension d'abord de l'habitat, c'est-à-dire l'organisation matérielle des espaces de vie des humains en société, à toutes leurs échelles. Voilà, donc je rappelle, l'habitat, c'est l'espace de vie de l'espèce, hein, dans la science naturelle du 19e siècle. Et puis, l'organisation de l'habitation, c'est-à-dire ce que j'appelle plutôt là l'ordre de compréhension des spatialités, c'est-à-dire la façon dont chaque être humain déploie son propre espace de vie dans l'interaction avec les autres espaces de vie des autres humains, mais aussi des non-humains vivants. Et j'ai l'impression que si on est sérieux et qu'on essaye de cadrer finalement l'approche métabolique par cette idée que ça peut nous permettre de comprendre la dimension matérielle de l'habitat en tant qu'organisation de l'espace géographique, l'habitation en tant que manifestation des faits, des pratiques
de spatialité. Et évidemment, entre les deux, il y a plus qu'un rapport, puisque l'espace, l'habitat, c'est l'environnement de l'action, la spatialité, qui va bouleverser l'espace, l'habitat. Hein. Vous voyez bien les rapports qu'il y a entre les deux. Ben, si on commence à faire travailler l'hypothèse métabolique là-dedans, eh bien, là, ça peut devenir marrant. Hein. C'est-à-dire, on commence à s'apercevoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui adviennent. Alors, je progresse, puisque Pierre m'a rappelé que je n'avais pas 4 heures. Donc, ça veut dire que pour moi, et c'est une manière de répondre à une interrogation de Romain qui nous l'avait livré en fin de parcours, pour moi, le métabolisme, c'est une approche scientifique qui ne peut pas être métaphorique ou analogique, et ça ne peut être que réaliste et empirique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut documenter des faits métaboliques permettant de comprendre l'habité humain, à la fois en tant qu'espace et en tant que spatialité, de manière rigoureuse et cohérente. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, même si tout à l'heure j'insisterai sur la problématique des imaginations métaboliques, qui me paraît une problématique par ailleurs intéressante. Donc il faut saisir cette dimension matérielle de l'habité, comme je disais tout à l'heure. Dans une certaine mesure, si je voulais jouer sur les mots, il s'agirait de revenir un peu à la source d'une certaine pensée géographique, mais en n'apportant pas du tout les mêmes réponses. Si l'on considère que l'habité humain, c'est ce que les géographes appellent aussi l'écoumène, hein, c'est-à-dire la façon dont les êtres humains organisent par leurs actions un espace de vie, le produisent, le construisent, l'édifient, c'est un processus évidemment qui est historique, eh bien, il faudrait revenir à ce moment-là à la source même du mot oikos, c'est-à-dire la maisonnée, le logis, le feu. Hein, et donc, vous voyez peut-être où je veux en venir, revenir à l'étymologie d'oikos, c'est-à-dire revenir à l'interrogation sur cette dimension matérielle de l'existence humaine, qui est justement ce que le mot oikos était censé signaler, puisque dans oikos, il y avait à la fois, le terme était ambigu comme toujours dans le grec ancien, mais c'est à la fois un terme qui décrit un état, mais aussi qui décrit des conditions. Hein, permettant d'assurer justement une maisonnée, hein, d'assurer une manière pour des individus de vivre à l'intérieur d'une maisonnée. Donc, cette question me paraît particulièrement importante, et il s'agit pour nous d'essayer d'investir la question des matières qui circulent et des idéalités qui les accompagnent. Euh, et c'est cette idée évidemment que les matières circulent et que les idéalités les accompagnent est une idée très très importante. En signalant au passage, mais là c'est plus une remarque que je voulais faire en écoutant ce qu'a dit Romain tout à l'heure, au risque évidemment de perdre mon fil, mais je vous prie de m'en excuser par avance. J'ai été très intéressé par la présentation que tu as faite tout à l'heure, Romain. Je fais comme s'il était là. Je crois qu'il est là encore. Oui, il est là, je le vois. J'étais très intéressé par notamment cette définition que tu as donnée de 2015, là, un peu exhaustive et proliférante. Euh, et je trouvais ça intéressant, notamment dans le lien qu'elle faisait entre les matières et les imaginaires et les informations, entre le matériel et l'idéal, quoi, en gros, comme dirait Godelier, qui reste quand même lui aussi, pour qui veut comprendre la question de la dimension matérielle de l'existence humaine. Bon, c'est pas mal de le relire, hein, parce que ça tient quand même encore assez solidement la route, hein, même si un certain nombre de passages sont un peu datés dans les références politiques, mais enfin, c'est quand même encore du solide. Et puis, je me dis aussi que dans cette problématique-là, et ça, c'est le résultat du travail que je mène avec des chimistes de l'Université de Lyon, au sein de l'école urbaine de Lyon, ce qui est sans doute intéressant, c'est d'insister sur les problématiques de transfert d'état, hein, les problématiques en fait de transfert, les problématiques de changement, de mutation. Finalement, si on prend le mot métaboliser pour ce qu'il dit,
stricto sensu, le métabolisme, c'est un passage d'état. Hein, c'est la transformation d'un intrant en autre chose. Hein, la métabolisation, c'est un passage. Et si on prend au sérieux cette idée du métabolisme comme passage, alors ça devient tout à fait intéressant aussi parce que ça veut dire qu'au-delà des réflexions qu'on peut avoir sur le concept, on pourrait peut-être s'accorder sur le fait de dire que un des éléments clés dans la compréhension du métabolisme, c'est justement tous les processus de passage, hein, tous les processus de transfert, tous les processus qui font muter quelque chose d'un état initial. Et vous comprendrez pourquoi, évidemment, c'est un truc qui me vient de ma fréquentation récente des chimistes et aussi de certains biologistes, parce qu'évidemment, un chimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de comprendre les processus de passage. Hein, il essaye de comprendre comment, dans une catalyse, par exemple, se décomposent et se recomposent des choses qui passent à travers différents états pour se stabiliser, se métastabiliser à un moment à un donné dans quelque chose d'autre. Et je trouve que aborder le métabolisme par la problématique du passage est souvent assez intéressant parce que ça évite justement peut-être de trop se focaliser sur un certain nombre de points. Et je voulais juste partager cela avec vous, et ça permet peut-être de bien comprendre en quoi un des intérêts de cette approche, c'est de poser l'idée, et là aussi Romain, je crois que tu l'as évoqué rapidement, mais on aurait pu y rester beaucoup plus longtemps parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve tout à fait passionnant, poser l'idée finalement qu'on peut essayer de postuler, hein, c'est un postulat, que le métabolisme, c'est une force organisatrice en fait, hein. C'est-à-dire de postuler que l'intérêt de l'étude du métabolisme, c'est d'en faire une force organisatrice, voilà, une force instituante. Ou une force organisatrice, si l'on veut, euh, euh, force instituante, si on veut utiliser Castoriadis en le détournant, hein, c'est-à-dire le métabolisme, ça institue quelque chose, et ça institue quelque chose qu'il faut observer à partir de la matière, de ses transferts d'état et de ses passages. OK ? Et si on dit que c'est une force organisatrice, c'est la même chose. Ça organise quelque chose à partir des passages de matière et des transferts d'état de matière. Ouh là là. Alors ça, c'est drôle parce que ça permet aussi de se rattraper un peu aux branches et d'éviter l'organicisme, parce que l'organisation, c'est pas l'organisme. Voilà. Dans l'organisation, il y a de l'organisme, mais l'organisation, c'est pas de l'organisme. L'organisation, c'est de l'organisation. C'est une grande définition. L'organisation, c'est quelque chose qui excède le vivant. Alors là, je trouve que ça devient vraiment amusant de prendre le métabolisme comme une force d'organisation. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une force organisatrice. Euh, je vois sur mon écran Armelle Choplin qui est là, et je suis très content qu'elle soit là et je la salue. Quand on prend son excellent livre, regardez que j'ai sur moi un Matière grise de l'urbain, je fais de la réclame pour les excellentes éditions Métis qui éditent toujours très très bien les livres. Bah, finalement, je ne sais pas ce qu'elle en trouverait, mais dire tiens, mais le métabolisme du ciment comme force organisatrice de l'urbain en Afrique, bah, ça marche pas mal, non? Moi, je sais pas, moi je trouve que ça c'est assez cohérent, et Armel nous fait partager beaucoup de ses perplexités par rapport à cette question-là, c'est-à-dire, bah ouais, mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais enfin, il y a beaucoup de travail, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, qui on regarde, où va-t-on voir, où s'arrête-t-on, où commence-t-on? Et donc là, on voit que même si ma présentation est très abstraite, comme toujours, ça débouche sur des questions de recherche qui sont, elles, des questions de recherche empirique très lourdes. Hein, si on prend le métabolisme comme force organisatrice, alors il y a quelque chose qui s'ouvre. Je ne dis pas la force organisatrice. Hein, ouh là là, je ne vais pas dire que c'est la cause finale, la cause première et la cause efficiente, comme dirait mon lointain collègue Aristote, de toute chose. Mais je dis néanmoins que c'est une force organisatrice et qu'à tout le moins, on peut la considérer comme une force opératoire. Et ça permet à ce moment-là d'ouvrir 4 chantiers, si vous me permettez. Et puis ensuite, je terminerai par 3 interrogations. Hein, donc 4 chantiers.
et qui seront une manière aussi pour moi de continuer la discussion que tu as engagée, Romain, sur un certain nombre d'écueils peut-être de la pensée métabolique, en tout cas classique que tu étudies en ce moment pour un document que nous avons tous hâte de lire bientôt, c'est-à-dire des impasses dans lesquelles parfois le métabolisme peut nous faire rentrer. D'abord, si l'on prend le métabolisme comme force organisatrice, alors la question de la dimension sociologique du métabolisme s'ouvre immédiatement. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de métabolisme sans approche sociologique. Le métabolisme n'est pas insensible aux questions de positionnalité sociale. Le métabolisme n'est pas insensible aux questions d'historicité des situations observées. Le métabolisme n'est pas insensible aux effets des structures sociales. Je reprends le livre d'Armel, je voulais plutôt le citer pour ça, c'est pour ça que je l'avais, mais quand Armel Choplin étudie le ciment en Afrique, c'est aussi une géographie sociale de la construction africaine et des acteurs de la construction. Une géographie sociale et économique, c'est-à-dire il y a des effets de pouvoir, il y a des effets de champ, comme dirait Bourdieu, non? Il y a donc des effets de champ métaboliques. Donc, on peut complètement socialiser le métabolisme. Tu vois ce que je veux dire, Romain? C'est-à-dire le penser en tant que force organisatrice dans le cadre de champs sociaux qui ne sont pas isotropes. Donc, il y a des dominés et des dominants du métabolisme comme force organisatrice, non, selon les situations qu'on observe. Il y a des dominés et des dominants du métabolisme en Afrique, du métabolisme du ciment en Afrique, non? Enfin voilà, proposition toute bête, hein, mais là aussi qui est très lourde de portée, me semble-t-il. Il y a des dominés et des dominants du métabolisme des déchets. Si je ne veux pas militer pour une approche bourdieusienne, mais simplement pour essayer de réintégrer du social et des effets de positionnalité dans le jeu. Deuxième chose que le métabolisme peut ouvrir, si on prend tout ce que je viens de dire, habiter, force organisatrice, évidemment, et tu l'as dit Romain, ça nous oblige aussi à prendre au sérieux la dimension individuelle du métabolisme et donc interindividuelle. Si j'avais le temps, je vous montrerais que pour moi, l'interindividuel, c'est pas tout à fait le social, hein, mais bon, c'est autre chose. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc, comment les individus peuvent-ils ou pas être appréhendés par nous comme ce que j'appellerais des opérateurs métaboliques? Voilà. Quel est le statut d'opérateur métabolique des individus inscrits dans la dynamique du système monde urbanisé contemporain? Alors là, je vous garantis que personne ne sait répondre à la question, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la place de l'individu comme opérateur métabolique? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si on prend au sérieux cette hypothèse, Romain, quel type de recherche on mène? Quel type de questions on pose? Quel type d'observable on se donne? Et alors là, ça devient commode et incommode. On a commencé à le faire. Par exemple, je pense que la thèse de Clément Dylan-Seger, ici présente, dans une certaine mesure, essaie de répondre à cette question, en tout cas de considérer cette question, quand il suit des acteurs à la trace de leurs déchets. Dans une certaine mesure, c'est une interrogation métabolique sur des individus comme opérateurs. Oui, mais alors il faut le placer aussi dans l'inter-individuel. Donc tout ça se complique et je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais ça nous pousse évidemment à essayer d'observer la matérialité métabolique des spatialités et de leurs arbitrages par les individus. Voilà. Et cette matérialité métabolique, elle est très compliquée à saisir parce qu'on a un peu dégagé de ces préoccupations-là dans l'étude des spatialités. On a beaucoup parlé des cultures, on a beaucoup parlé des valeurs, on a beaucoup parlé des principes, on a beaucoup parlé des imaginaires, on a beaucoup parlé des idéalités. Moi, le premier. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi revenir aux matières en tant qu'elles étaient la vie au quotidien? C'est pour ça que j'ai été intéressé par le bouquin de Nicolas Nova dont je parlais tout à l'heure, Bestiary of Anthropocene, parce qu'en fait, derrière son approche très arty, c'est un livre sur le rapport quotidien à la matière. Et ça, vous voyez peut-être pour certains d'entre vous là où je vais rapidement en venir, parce que alors ça, c'est furieusement anthropocène, hein.
Je vous expliquerai si j'avais le temps un jour, mais je vous ferai rencontrer plutôt une personne qu'on finance à l'École urbaine de Lyon qui s'appelle Mathilde Pelé, qui est une designer et qui a fait une opération expérimentale qui s'appelle la maison soustraire. Elle a pris sa maison, son appartement, elle a pesé tous les objets qui étaient à l'intérieur de sa maison. Elle est arrivée à 846 kilos d'objets à l'intérieur de sa maison. Elle vit déjà de façon assez sobre et elle a fait comme principe qu'au bout de 3 semaines, elle devait avoir enlevé les 2/3 de sa matière. Et donc, elle a documenté tous les retraits de matière. Elle a pesé tout ce qu'elle a enlevé. Elle a mis en sachet, elle a documenté et c'est un incroyable support de réflexion sur la matérialité des vies individuelles, avec des questions d'arbitrage redoutables. Je donne un exemple. C'était une consigne, il fallait qu'elle arrive à enlever les 2/3 du poids au bout de 3 semaines. Elle a commencé par enlever les objets les plus lourds. L'objet le plus lourd, c'était le lave-linge. Donc tout de suite, elle s'est dit, il faut que j'enlève le lave-linge. Ah, j'ai 3 semaines à vivre sans lave-linge. Comment je fais? Vous voyez, c'est très bête, hein, moi, ça m'a fait marrer immédiatement, comme vous. Mais alors, mais si on le prend au sens métabolique, ça devient passionnant. C'est quoi les arbitrages de matière que nous avons à faire? Et c'est une question furieusement anthropocène. C'est peut-être une des plus grandes questions anthropocènes qui soit. Troisième boîte qui s'ouvre, la boîte de la dimension politique du métabolique comme force organisatrice. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une science politique du métabolisme, hein, ou je ne vois pas pourquoi on dépolitiserait la problématique des métaboliques. Je crois qu'on en avait parlé rapidement, Romain. Je t'avais dit dans une des formules à l'emporte-pièce dont j'ai le secret, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chose plus politique que ça. Bah oui, je confirme. Je maintiens l'emporte-pièce. C'est une question qui est tout à fait politique, c'est-à-dire qui renvoie justement à ce que je viens de dire au plan des individus, mais au plan collectif. Quels sont les arbitrages métaboliques que des sociétés sont capables de rendre, qui seront toujours des arbitrages politiques? Et alors là, on pourrait même faire l'hypothèse que l'Anthropocène, c'est le moment où l'exigence de nouveaux arbitrages politiques métaboliques est plus forte que jamais. Au moment où on négocie en France la loi sur le climat, eh c'est une loi qui est considérée par certains comme une occasion gâchée en termes d'arbitrage qu'on pourrait qualifier d'arbitrage métabolique, qui ne sont pas des arbitrages climatiques pour moi. Hein, je suis contre d'ailleurs cette excessive focalisation sur le climat, parce que je pense qu'elle laisse de côté toute une série de choses, mais des arbitrages métaboliques qui ne sont pas réalisés. Et cette notion d'arbitrage métabolique, moi, elle m'intéresse bien dans la réflexion sur la dimension politique de l'Anthropocène. C'est-à-dire comment on arbitre nos choix de matière. Comment on arbitre les choix de matière, mais aussi le choix des changements d'état des matières. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le métabolisme, ce n'est pas simplement l'extraction des matières et leur circulation, c'est les changements d'état. Eh bien, par exemple, on pourrait montrer comment réfléchir au cycle du carbone, au cycle de l'azote, au cycle du méthane. C'est aussi une réflexion métabolique et politique. Parce que finalement, le problème du carbone, c'est bien un changement d'état, non? C'est le changement d'état du carbone qui nous pose problème. Les atomes de carbone, ils ont une matérialité, hein? Ah, je vous vois perplexe. Bah oui, c'est-à-dire qu'on peut faire du métabolisme du carbone sérieusement et se dire, bah finalement, l'Anthropocène, c'est un arbitrage sur un changement d'état. Là, on rentre dans des choses qui deviennent évidemment assez stimulantes, mais là, je n'ai pas forcément de réponse à la question de Romain, qu'est-ce qu'on produit comme données, qu'est-ce qu'on observe. C'est pour ça qu'on a créé le studio. Et puis, la dernière boîte qui peut s'ouvrir, c'est ce que j'appellerais la dimension imaginaire du métabolisme, c'est-à-dire, là, je vais reprendre vraiment à la fois Castor, il y a 10, et puis peut-être une des personnes que j'admire le plus dans son travail de pensée, qui est Mireille Delmas-Marty, hein, la célèbre juriste, son travail sur les forces instituantes, hein, du droit. Hein, donc, je lui reprends assez souvent cette idée des forces instituantes et imaginantes, comme elle dit, du droit. Voilà. Est-ce que le métabolisme aujourd'hui est une force imaginante de la société contemporaine? À la fois une force imaginante de nos recherches, parce que je vous rappelle que nous produisons de l'imagination quand nous cherchons. Voilà, la science n'est pas autre chose non plus qu'une production d'imagination, et je pense que le studio montre bien que le métabolisme est en quelque sorte une force imaginante de la recherche, autrement on ne serait pas là, mais aussi des forces imaginantes à l'extérieur du monde de la recherche qui permettent peut-être de recomposer
des arbitrages, justement, dont je parlais tout à l'heure, entre les humains et les non-humains, vivants et non-vivants, dans l'organisation de l'habitat et dans les pratiques d'habitation. Enfin, dernier point, et je m'arrête là dans les 7 minutes qui viennent, Pierre, pour vous rassurer tout à fait, pour qu'on ait un petit moment de discussion. Je suis en ce moment très obsessionnel sur trois choses. Enfin, sur beaucoup plus que trois choses, hein, mais en particulier sur trois choses qui sont liées à mon propre travail. D'abord, je ne sais plus, en tant que géographe, vous allez dire c'est emmerdant, mais enfin bon, c'est comme ça, puis peu importe, je ne sais plus aborder la question de l'échelle. Je suis perdu dans les échelles. Voilà. Je ne sais plus. Je ne sais plus qualifier l'échelle aujourd'hui quand j'observe les situations urbaines anthropocènes que j'observe. La seule chose que je suis capable de dire, c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de travailler à la pandémie, parce que la pandémie, ça commence à l'échelle du virus, le virus, c'est le haut de l'échelle des nanoparticules. Hein, vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est plus gros qu'une nanoparticule de silicium, mais c'est quand même presque, c'est beaucoup plus petit qu'une grosse bactérie. Hein. Donc, quand on regarde la pandémie, eh bien, on voit des phénomènes qui courent de la micro-échelle, de la nano-échelle presque du virus, jusqu'à l'échelle du système monde globalisé, en passant par l'échelle des corps, des États, des régions. Donc moi, je ne sais plus qualifier ces situations-là. Et je ne peux pas les qualifier en termes d'emboîtement des échelles. Ce n'est pas des échelles qui s'emboîtent. Donc c'est pour ça que j'ai inventé ce concept qui ne veut rien dire. C'est un concept vide que j'essaye de remplir. C'est ça l'intérêt des concepts, c'est qu'on les crée avant parfois de pouvoir les remplir. C'est pour ça que j'ai inventé le concept d'hyperscalarité. D'une élégance redoutable. L'hyperscalarité, c'est pour moi le concept qui traduit mon embarras par rapport au concept d'échelle. Donc quand je dis hyperscalaire, ça veut dire que pour moi, toutes les échelles se télescopent. Il y a donc des nouveaux rapports d'ordre de grandeur, hein, si je pouvais le dire autrement, Romain, hein, pour répondre à ta question sur les échelles. Il y a des nouveaux rapports d'ordre de grandeur. Et j'ai l'impression que le métabolisme nous permettrait de mieux saisir ce problème d'hyperscalarité à travers le type d'objet qu'on peut étudier. Voilà, c'est une hypothèse que je fais. Hein. C'est-à-dire le métabolisme comme compréhension de l'hyperscalarité des phénomènes que nous pouvons nous observer dans le monde urbain contemporain. Deuxième chose, je suis en raison de ma réflexion sur l'Anthropocène, c'était un peu un des sujets centraux de mon cours public de l'année dernière sur l'Anthropocène, je suis très préoccupé aujourd'hui de tenter de donner du sens à l'idée que l'Anthropocène, c'est ce moment où on comprend que nous sommes obligés de synchroniser et de syncoriser différemment les choses. L'Anthropocène nous confronte à de nouvelles synchronicités, de nouvelles synchronisations. C'est-à-dire on est obligé d'ajuster des temps et des temporalités qui sont des temps et des temporalités très dissemblables. Les temps géologiques, les temps de cycle de vie de la matière, qui sont parfois des temps plus longs que les temps de l'actualité, des temps historiques, des temps biographiques, des temps d'actualité de plus en plus présente et immanente, et des temps du futur, puisque l'Anthropocène, c'est aussi une réflexion sur les futurs possibles. Donc cette synchronisation anthropocène que François Hartog a essayé de mettre en lumière dans son dernier livre, cette question de la synchronicité, elle me paraît tout à fait fascinante à étudier. Tous, autant que vous êtes là travaillant sur les questions que vous travaillez sur des problèmes de synchronicité, d'ajustement de temporalité et de temps. Si je reviens sur la thèse de Clémence, sur le travail de Pierre, sur le travail de Yann, de Laetitia, de Romain, d'Armel, Choplin qui est ici, c'est des questions de synchronicité, d'ajustement de temporalité. Et une bonne partie de la question métabolique, c'est aussi une question sur la rémanence, sur la persistance, sur la durabilité, sur le réemploi dans la durée des choses.
C'est pas pour rien que moi j'ai commencé à revenir à ces questions-là à travers ma longue fréquentation des archéologues, en particulier les archéologues du monde médiéval avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui ont été parmi les premiers à conceptualiser la question du réemploi, c'est-à-dire de la persistance des matières dans des temps différents. Hein. Réemployer, c'est resynchroniser, n'est-ce pas? C'est rétablir des synchronicités différentes. Donc, deuxième proposition, le métabolisme comme porte d'entrée sur une réflexion sur la synchronisation. À travers toujours la volonté de faire du métabolisme une question nous permettant de comprendre l'habitat et l'habitation. Bien sûr, il ne faut jamais perdre de vue le début. Et puis, le pendant géographique de la synchronisation, c'est, je chope le concept et je le transforme d'ailleurs à Boris Baud, le géographe de l'Université de Lausanne, qui l'avait plutôt créé dans son étude des espaces numériques, pour vous proposer que le métabolisme, c'est aussi une manière peut-être de mieux comprendre la synchorisation, sun chora, hein, donc chora lieu en grec, sun avec, c'est-à-dire la manière dont de même qu'on ajuste des temps différents dans l'habitation humaine de la Terre contemporaine, on ajuste des espaces extrêmement dissemblables. Donc cette question d'ajustement des espaces. Là aussi, je reprends, j'espère qu'elle n'en sera pas gênée, le travail, je ne savais pas qu'elle allait être là, hein, le travail d'Armel Choplin sur la matière grise de l'urbain. Il y a aussi de la synchorisation dans ce livre, c'est-à-dire des ajustements d'espace dans un présent d'action qui est justement un présent d'action qui synchronise et qui synchorise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a les deux opérations qui sont finalement en permanence en tension, et l'approche du ciment permet de comprendre finalement les trois choses dont je viens de parler: hyperscalarité, synchronisation, synchorisation, et avec les quatre dimensions que j'ai évoquées au préalable: dimension individuelle, dimension sociologique, dimension politique, dimension imaginaire, au service d'une compréhension de l'habité. Voilà, les quelques remarques que je voulais vous faire. Vous avez vu, ça a été très désordonné et tout à trac. Hein. C'est vraiment plutôt c'est une séance de séminaire, donc on est là pour partager des choses qui vous préoccupent. Je ne suis pas sûr qu'il en restera quoi que ce soit dans 6 mois, mais puisque l'occasion m'était donnée de partager ça avec vous, j'étais très heureux de pouvoir le faire, et merci en tout cas de votre attention et des questions que vous voudriez bien vous poser. J'ai même pas débordé, incroyable. Merci beaucoup Michel pour l'intervention qui était passionnante et pour le respect du temps qui est surprenant. En tout cas, on en a tous pour 3 mois à digérer tout ça. Ce que je vais faire, je vous propose, on a beaucoup parlé, je vais laisser la parole aux personnes hors studio pour poser des questions, pour revenir sur certains points de l'intervention de Michel. Et puis, on peut, officiellement, il nous reste 13 minutes, mais on peut peut-être déborder un peu pour ceux qui le veulent. Je vous laisse la parole. Armel lève la main. Oui, donc bonjour tout le monde. Bonjour Michel Lusso, merci pour cette magnifique pub pour mon livre. Je n'en demandais pas tant. Et puis je m'excuse, j'ai dû m'absenter cet après-midi. J'avais d'autres réunions, mais j'ai suivi le début, la présentation de Romain, et puis voilà cette conclusion. Je trouve toutes ces réflexions très stimulantes. Et donc moi, j'avais juste, je voulais demander à Michel Lusso, parce que là, je ne pensais pas même, du coup, ça fait écho. Je suis en train de réécrire la version anglaise du livre. Donc, je me rends compte maintenant, après quelques mois, après avoir fini le premier manuscrit, qu'il manque plein de choses. Donc là, ça me permet aussi de… Voilà, j'avais cité dans la version française l'école urbaine de Lyon et tout ce que vous faisiez à EVS, et je trouvais ça assez fantastique
voilà, d'y faire référence. Mais je me demandais, parce que moi, j'ai toujours travaillé sur les hypolieux, donc ces espaces dont on parle très peu, les espaces discrets de la mondialisation. Donc, et du coup, je trouve ça intéressant de voir qu'ils sont aussi des lieux de l'hypomatérialité, parce que finalement, les gens ne font que parler du ciment parce que dans les villes africaines dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas grand-chose d'autre sur lesquelles on peut parler, parce qu'on n'a même pas encore le smartphone ou même pas le réseau, on a des fils des toiles d'araignée, etc. Donc, je me demandais aussi comment est-ce qu'on pouvait faire le lien entre voilà, ces hyperlieux, cette hypermatérialité, et en même temps tous ces autres, vous avez aussi mentionné hyposcalarité, et du coup, voilà, est-ce qu'on peut aussi réfléchir à tout ce qui est hypo à travers ça? Est-ce que ce métabolisme peut être aussi une entrée sur autre chose? Alors, c'est vrai que dans les études, on va dire, africaines, on a très peu parlé de la matérialité, bizarrement, parce qu'il y a eu tellement de travaux sur l'invisible, vous voyez, tout ce qui était lié, je sais pas, au vaudou, aux esprits, les morts qui habitaient en fait l'espace des vivants. Donc, il y avait tout ce lieu qu'on s'est très peu finalement attardé sur ces questions de matérialité. Et que voilà, maintenant, il y a tout un… Moi, quand j'ai commencé ma recherche il y a 5 ans, je ne pensais pas que en fait, le jour où sortirait le livre, ce serait en plein dans tout cela. Mais voilà, je me demandais si on pouvait refaire quelque chose, voilà, ce tournant matériel aujourd'hui, si on peut aussi voir du coup tous ces autres espaces. Et évidemment, Pierre Devaux, ses travaux sur le plastique au Caire, la mort de la bouteille, ça m'a toujours inspiré depuis que je l'avais rencontré il y a quelques années. Et j'ai toujours trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et puis, à vous écouter, là, ça me fait penser à Ingold qui faisait travailler là, ses étudiants pendant 1 heure à rester devant l'objet. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé par là, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur le ciment. J'ai passé des heures, 1 heure par semaine, comme il faisait avec ses étudiants, à regarder un sac de ciment, à toucher, parce qu'on est aussi décontextualisé de cette matière, même si on est dans une hypermatérialité. Je pense que, je ne sais pas si vous savez comment on fait du béton, mais je ne suis pas sûre que tout le monde le sache ici. Et du coup, voilà, c'est intéressant aussi qu'on ait perdu, à la fois on est dans une hypermatérialité, mais on a perdu aussi ce rapport à la matière où on ne sait plus rien faire par soi-même. Et tout ce mouvement du do it yourself aussi est très intéressant à replacer je trouve, dans ce métabolisme où, en tant qu'individu, nous-mêmes, on a envie de refaire par nous-mêmes et de recomprendre oui, toute cette circularité, à la fois dans les hyperlieux dans lesquels on habite, mais aussi beaucoup dans les peut-être ces hypolieux. Donc, voilà, c'était aussi une question que je m'étais posée en écrivant La mondialisation des pauvres et en relisant Hyperlieux. Et du coup, c'est vrai que je me permets de vous poser la question à Michel Lussot, puisque vous avez réutilisé ce préfixe plusieurs fois aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous. En tout cas, c'était passionnant. Oui, rapidement, Armel. Alors moi, je mets des hyper partout, hein, donc c'est un défaut. On me surnomme Hyperman, donc. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette idée d'hyper-hypo, c'est que ça crée des gradients, en fait. Ça ouvre des gradients d'intensité. Et moi, j'aime bien trouver des manières de faire travailler des gradients d'intensité dans des gradients d'intensité de phénomènes que j'arrive à stabiliser. Et j'ai l'impression qu'avec le métabolisme, on a quelque chose qui permet de faire du gradient, justement. En Afrique, la matérialité est moins présente dans tous ces États qu'aux États-Unis, par exemple, mais elle a tendance à croître, elle est présente, et le fait qu'elle est moins présente rend à la surprésence du ciment, c'est ce que vous montrez bien, un rôle tout à fait décisif, parce que le ciment là étalonne le gradient de la matérialité, si l'on peut dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment pas à opposer. De toute façon, moi, je ne fais jamais de pensée oppositionnelle. Hein. Il n'y a pas à opposer hyper-lieu et hypolieu, hypermatérialité, hypomatérialité, mais plutôt comprendre les tensions qui se mettent en place entre ces différentes situations. Et ce que je trouve intéressant dans le métabolisme, justement, c'est que si on suit les matières comme force organisatrice, changeant d'état, on va très rapidement voir comment s'établissent des relations entre des situations spatiales qui apparemment sont contradictoires et inconciliables.
Voilà. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et d'ailleurs, c'est dit aussi dans le livre sur le ciment, c'est-à-dire que le ciment en Afrique, ça nous connecte aussi à une histoire mondiale du ciment et à un métabolisme mondial du ciment, qui n'est pas à proprement parler seulement africain, mais qui relie la moindre euh, ville moyenne de l'Afrique de l'Est à ce qui se passe à Shanghai, par exemple, ou à Shenzhen, ou à des grands pôles indiens, etc. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de convaincant dans le métabolisme sur cette capacité à relier les choses qui paraissent inconciliables. Et c'est donc ma manière de vous répondre en privilégiant une approche par gradient et en privilégiant une approche par relation, en fait, entre les situations que le métabolisme nous permettrait de mieux identifier et de façon plus épaisse et plus riche que l'approche classique par flux développée par un certain nombre de théories du réseau ou de théories du système. Pour tout vous dire, je suis très critique depuis longtemps sur un certain nombre d'approches par flux qui me paraissent, si vous voulez, simplifier par trop le mapping du monde en points et en traits. Vous voyez ce que je veux dire? On crée des réseaux de points et de traits et on oublie que les flux, c'est autre chose que des lignes d'échange. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Donc, le métabolisme, c'est aussi pour moi une manière de sortir des simplifications des approches par réseau et de certaines simplifications des approches de système. Parce que l'urbain est un système, mais ce n'est pas une machine systémique. Ce n'est pas une machine cybernétique. C'est un autre type de système complexe. Donc voilà aussi pourquoi je trouve ça intéressant, parce que justement, l'hypo et l'hyper vont complètement se mettre en tension, quoi. Ils vont créer de l'énergie, et l'énergie, bah, ça peut être un autre transfert de matière, un transfert d'état, etc., qu'on va observer. Voilà, je ne suis pas très précis dans ma réponse, mais je pense que c'est très important de noter cela. Oui, Elisabeth Lehec a fait quelques réflexions très justes hein, sur, en particulier, les travaux de Baptiste Mont-Saint-Jean, hein, qui sont évidemment des travaux très intéressants pour comprendre justement déjà les questions d'individualité et d'arbitrage. Et je sais qu'il y a toute une série de thèses qui sont en place aujourd'hui sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des remarques? Des contradictions? J'en aurais peut-être une. Quelle différence vous faites, Michel, entre l'hyperscalarité et l'emboîtement d'échelle, puisque vous avez dit que ce n'était pas la même chose? Et c'est bien évidemment une question, enfin moi j'ai du mal aussi je suis perdu dans ces questions d'échelle avec le travail que je fais dans ma thèse, mais j'ai du mal à voir une différence entre ce qui serait un emboîtement et ce que serait l'hyperscalarité en fait. Parce que dans la relation d'emboîtement, vous avez des relations qui sont des relations d'englobement mécanique en quelque sorte. Donc, vous avez le petit qui est dans le plus grand, qui est dans le plus grand, qui est dans le plus grand, qui est dans le plus grand. Et il n'y a pas de solution de continuité. Enfin, les rapports d'emboîtement sont des rapports de plus petit à plus grand. Quand vous prenez une situation métabolique, vous n'êtes jamais dans ce rapport-là. C'est-à-dire vous avez des échelles globales qui viennent travailler les situations locales et vous avez du local qui vient travailler le global. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez plutôt une sorte de télescopage des échelles. Et c'est pour ça que la pandémie m'a intéressé parce que la pandémie, vous avez, avec une grande rapidité, ces télescopages en permanence. C'est-à-dire, on n'arrive plus à faire la part des choses nous-mêmes en tant que patients, en tant qu'agents affectés par la pandémie. On est toujours, comment dire, bombardés par des impératifs scalaires. Différents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on est bombardé par ces impératifs scalaires. L'échelle du virus,
l'échelle du corps des autres, l'échelle de la ville confinée, l'échelle de la gestion nationale de la vaccination et du confinement, les délibérations globales, les interdictions d'aller ici ou les autorisations d'aller ailleurs. Vous voyez, ce que j'appelle l'hyperscalarité, c'est cette sorte de télescopage permanent. On n'est pas dans l'emboîtement rassurant, vous voyez, que les géographes avaient l'habitude de nous décrire. Alors attention, quand je dis ça, je pense en fait que l'emboîtement n'a jamais existé. Je pense plutôt que l'échelle des géographes classiques, c'est un artefact en fait scientifique, mais que ça n'a jamais, qu'on a fini par réifier en fait. On a pris un outil analytique qu'on a réifié comme une réalité sociale incontestable. Hein. Donc c'est plutôt un artefact. Donc je pense qu'on est plutôt toujours dans le télescopage. C'est pour ça que je propose hyperscalarité, pour tout simplement faire exploser le concept canonique d'échelle emboîtée tel que les géographes ont l'habitude de l'utiliser. Merci. Je relance, je remets une pièce dans la machine, mais est-ce que la question du métabolisme, finalement, elle ne vient pas remettre en question l'idée même d'une approche par échelle? Oui, mais pour moi, Pierre, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans un texte que j'ai fait pour un livre que j'ai co-dirigé avec Anne Calberac, Olivier Lazzarotti et Jacques Lévy à la suite d'un colloque de Cerisy, qui s'appelle Carte d'identité, l'espace au singulier, j'ai terminé ce texte en posant la question de savoir si on avait encore besoin du concept d'échelle. En fait, moi, hyperscalarité, c'est une manière de congédier le concept d'échelle. Parce que, comme l'a très bien remarqué Clément, la manière dont j'en parle, ça veut dire qu'en réalité, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'échelle. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, vous m'entendrez très rarement parler d'échelle. Je parlerai d'ordre de grandeur de phénomène, ce qui n'est pas la même chose, parce que là, c'est des métriques que je suis capable de caler. Il y a une échelle cartographique, ça, je suis capable de la caler aussi, hein, il n'y a pas de problème, je sais que c'est un rapport de proportion. Mais autrement, dans l'habité humain, hein, dans la manière dont nous avons d'organiser nos espaces et la manière dont nous avons de les vivre, cette question d'échelle devient de plus en plus problématique pour moi, même dans l'organisation des espaces. Ce que j'ai voulu montrer dans Hyperlieu, c'est que même des espaces locaux, en réalité, ils étaient totalement dans le télescopage des échelles. Et donc, je serais assez d'accord avec votre proposition, Pierre, mais vous comprendrez que, pardon pour ceux qui ne sont pas géographes, mais quand vous êtes géographe et que vous avez été bibonné à l'échelle, c'est quand même compliqué de dire c'est bullshit, ça sert à rien. Oui, je pense que c'est très compliqué, effectivement, à tenir comme discours. Écoutez, alors si on arrive, il est 18h, on arrive au bout de la journée. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je vous propose. Il est tard. Il est tard. Et puis c'est bientôt le couvre-feu, donc si on veut profiter un peu de l'air, il faut y aller. Profiter du beau temps. Donc je vous remercie à tous pour la participation à la journée. Tous. Merci les organisateurs, c'était parfait. Bravo à tout le studio. Merci à Romain et Michel aussi particulièrement. Et donc on vous recontactera par le biais donc de la mailing list qu'on va constituer à partir donc des participants à la journée et par les canaux de communication de l'école urbaine de Lyon. Je vous souhaite une bonne soirée et donc prochain rendez-vous le 6 mai pour la journée épistémologie et médecine.